La lutte est donc engagée entre les Habsbourg et les rois de France. Les possessions des Habsbourg ont beau entourer le royaume de France et même l'encercler, comme on dit. Je vous laisse juge de décider qui a commencé la guerre. En 1520, une occasion se présenta pour François Ier, c'est la révolte des communes d'Espagne. Vous vous rappelez qu'en Espagne, il y a l'Aragon et la Castille, tout cela n'est pas facile à gouverner. Mais François Ier avait beau être le plus grand, le plus beau, le plus fort, sa maman lui avait dit, sa sœur était d'accord, il ne sut pas profiter de cette occasion. On ne peut pas savoir tout faire. Et il passa à l'attaque un peu tard en 1521, il décida d'attaquer la Navarre, ce royaume qui est à cheval sur les Pyrénées. Ce sont les vestiges d'une ancienne marche de l'empire de Charlemagne. C'est au cours de cette campagne qu'eut lieu le siège de Pampelune, au cours duquel un homme qui allait devenir célèbre fut blessé à la jambe, ce qui lui ferma la carrière militaire, mais il décida ensuite d'entrer dans les ordres, et c'est lui qui fonda l'ordre des Jésuites, la compagnie de Jésus, il s'agit de Saint Ignace de Loyola. Mais l'agrément de faire la guerre aux Habsbourg, c'est qu'il y en a au nord, il y en a au sud, à la fois en Espagne et en Italie, il y en a aussi à l'ouest, en Bourgogne et Franche-Comté, qui pour l'instant sont confisqués par le roi de France. Si bien qu'une armée composée d'Espagnols, d'impériaux et aussi d'Anglais envahit la France par le nord. Et il y avait aussi dans cette armée des Anglais, puisqu'il y avait un traité secret entre Charles Quint et Henri VIII. Et cette puissante armée approcha à 40 km de Paris. La situation était difficile. Et 3 fois de suite, le roi de France perdit le Milanais, puis reprit le Milanais, puis il reperdit le Milanais, puis il reprit le Milanais, puis il reperdit le Milanais, et il le reprit. Inutile de dire que les corbeaux et les loups qui peuplent l'Italie étaient ravis de voir les armées françaises s'avancer. Et voilà qu'il y a un événement apparemment anecdotique mais très important, c'est que le connétable de Bourbon trahit le roi de France. Le connétable de Bourbon, c'est le véritable vainqueur de Marignan. C'est aussi un membre de la famille royale, les Bourbons sont des Capétiens. Mais il était furieux parce que la reine-mère, Louise de Savoie, lui avait intenté un procès pour lui contester l'héritage d'Anne de Beaujeu qui lui était revenu. Et de ce fait, il mit son épée au service de l'empereur. En réalité, il possédait aussi des territoires dans le Saint-Empire. Le roi de France était son suzerain, mais l'empereur aussi. Il était donc parfaitement légitime qu'il se mît à son service. Ce qu'il fit donc en 1523. Et le résultat ne se fit pas attendre, c'est que le connétable de Bourbon remporta contre la France la victoire de Pavie en 1525. Cette bataille fut remportée par le connétable de Bourbon, mais surtout perdue par le roi de France, car François Ier se prenait toujours pour un chevalier. Plus les arquebuses et les canons règnent sur les champs de bataille, plus certains se prennent pour des chevaliers. C'est en 1605 que sera publié le fameux roman Don Quichotte, dont François Ier fournit un excellent modèle. Et voyant s'étendre devant lui une vaste plaine, François Ier se dit quel beau site pour faire une magnifique charge de cavalerie. Il fit donc taire l'artillerie et chargea dans la plaine à la tête de ses chevaliers, mais les troupes qui étaient en face ne firent nullement taire leur batterie, et 8000 de ces beaux chevaliers finirent en bataille au milieu du champ de bataille. Un an plus tôt, le fameux chevalier Bayard était mort d'un coup d'arquebuse, justement. Et je vous rappelle, c'est à la suite de la défection du cardinal de Bourbon qu'on inventa, très probablement, la légende de François Ier armé chevalier sur le champ de bataille de Marignan. Mais Marignan est bien loin et François Ier est fait prisonnier à Pavie. Et il est emmené en Espagne. Non sans avoir eu le temps d'écrire à sa mère, tout est perdu, fort l'honneur. Après un pareil désastre, on peut se demander quelle est exactement la conception de l'honneur de quelqu'un qui conduit des armées au désastre. Je vous laisse juge de la question. Quand un roi ou un grand seigneur est fait prisonnier, généralement, on le garde agréablement dans un joli château. Mais Charles Quint ne n'entendit pas ainsi cette fois-ci, et il plaça François Ier pendant 6 mois dans une sombre tour. Une petite pénitence bien utile qui lui avait certainement beaucoup manqué dans sa jeunesse. Et François Ier dut signer le traité de Madrid, par lequel il renonçait à toute prétention en Italie, et il s'engageait à restituer la Bourgogne, le duché de Bourgogne et le comté de Bourgogne. Ce traité fut signé en 1527. Ce qui permit à François Ier de retourner en France. Et bien entendu, il conserva les 2 Bourgognes en dépit de la parole donnée. Sous la contrainte, dit-on. Mais si on n'est pas contraint à signer un traité, on ne voit même pas pourquoi il y a un traité qui existe. Et tout continua comme avant. Le roi de France perdit encore 2 armées en Italie. Néanmoins, Charles Quint avait du mal à remporter une victoire définitive parce qu'il était menacé du côté de l'Est par les Turcs qui avançaient vers Vienne. Si bien qu'il signa en 1529 le traité de Cambrai. Et magnanime, en même temps que réaliste, Charles Quint décida de renoncer au duché de Bourgogne, qui en réalité souhaitait demeurer français, et les États de Bourgogne s'étaient prononcés dans ce sens. Il n'en allait pas de même du comté de Bourgogne, qu'on appellera plus tard la Franche-Comté, qui sera annexée par Louis XIV, non sans avoir âprement résisté à cette annexion.
Et pour finir, Charles Quint exigea pour la libération des 2 fils du roi, qu'il avait gardés prudemment en Espagne pour s'assurer de l'exécution des traités, une rançon de 2 millions d'écus. Ces 2 fils étaient le dauphin et le cadet, mais c'est en fait le cadet qui deviendra roi sous le nom de Henri II. Tout le monde était donc réconcilié et content, du moins faisait semblant de l'être. Si bien que François Ier, qui était veuve de Claude de France, épousa la sœur de Charles Quint, Éléonore de Habsbourg. Voilà, la paix est conclue par des traités que bien sûr François Ier ne respecte pas. Et en 1536, il se sent de nouveau un peu plus fort parce qu'il a fait alliance plus ou moins officiellement avec les Turcs et puis avec les protestants de la Ligue de Smalkalde. Et comme il avait promis par le traité de Cambrai de renoncer à toute prétention sur l'Italie, il décida de conquérir la Savoie et le Piémont. Il n'était peut-être pas très fort en géographie puisque ces 2 régions font partie de l'Italie, jusqu'à nouvel ordre. Et la guerre continua, entrecoupée de trêves sans mener à grand-chose, du moins pour ceux qui survivaient aux batailles. Pour les autres, ça conduisait au cimetière. Et on finit par conclure une paix blanche, la paix de Crépy en Valois en 1544. Et François Ier finit par mourir, les meilleures choses ont eu fin en 1547, à l'âge de 51 ans, d'une maladie qui venait d'Amérique et qu'on appelait aussi le mal de Naples. Si vous vous renseignez un peu, vous saurez ce que c'est et comment on l'attrape. Le règne de ce gros garçon, comme Louis XII, son beau-père et son prédécesseur l'appelaient, n'avait donc pas apporté grand-chose à la France, sauf des anecdotes magnifiques dont on se réjouit encore aujourd'hui. Car tout cela était très joli. Par contre, ça coûtait quand même assez cher. Il y a une autre chose qui coûte cher, c'est la cour du roi. Elle a pris une ampleur tout à fait nouvelle. Elle rassemble maintenant entre 5 et 15 000 personnes. Très élégante et distinguée, mais qu'il faut tout de même loger et nourrir, car cette cour se déplace pour suivre le roi de château en château. C'est l'époque de la construction des châteaux de la Loire. Le plus emblématique, c'est celui de Chambord, qui a un point commun avec le futur château de Versailles, c'est qu'il est inhabitable. Mais il a quand même une différence, c'est que Chambord, c'est beau. La prospérité de l'époque permit de faire face en grande partie à ces dépenses. En effet, la population va augmenter. C'est par l'augmentation de la population qu'on mesure la prospérité économique dans ces périodes. Or, la population française, qui avait beaucoup diminué en raison de la guerre de 100 ans, mais aussi de la peste noire du XIVe siècle, avait retrouvé, sous François Ier, son niveau de l'époque de Saint-Louis, le XIIIe siècle, un siècle très prospère en raison du règne sage de Saint-Louis, mais aussi de l'optimum climatique. Les températures étaient plus élevées, donc l'agriculture se portait mieux et on vivait plus longtemps. On vivait plus longtemps sous Saint-Louis que sous Louis XIV. Mais cela ne suffit pas, il fallut augmenter les impôts. C'est ainsi que la taille doubla. Elle avait été baissée sous Louis XII. La gabelle, elle, ne doubla pas, mais elle tripla. Et les droits de douane sur les marchandises importées furent généralisés. Donc tout coûta un petit peu plus cher, mais avec une partie dans la poche du roi, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Certaines charges également devinrent vénales, c'est-à-dire que ceux qui voulaient les occuper devaient payer une somme au roi pour se mettre à son service. Ils pouvaient ainsi la transmettre quelquefois, en tout cas, à leurs descendants. C'est ce qu'on appelle donc la vénalité des charges. Et tout cela ne suffisait toujours pas. Heureusement, le chancelier Duprat, le chancelier c'est en quelque sorte le ministre de la Justice, c'est le ministre le plus important. Donc le chancelier Duprat a une bonne idée, on va dépenser aujourd'hui, on paiera plus tard. Et il décida d'emprunter pour faire face aux dépenses. Très bonne idée sur le moment, mais en fait, l'endettement des rois de France sera désormais une plaie de la monarchie jusqu'à la fin.